Salam alaikum, Azzoul Filaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité en Algérie a été marquée par la grâce présidentielle accordée à Mohamed Lamine Belrif, lundi 15 décembre, condamné pour des propos controversés sur la mazérité. Il a été libéré après avoir présenté des excuses manuscrites et promis de respecter la Constitution et les lois du pays. Mais ce geste, loin d'être un simple acte d'apaisement, révèle une réalité inquiétante. En Algérie, la liberté ne s'exerce plus, elle se négocie. L'affaire Belrif illustre une constante inquiétante, une gestion sélective des libertés entre sanctions sévères et gestes calculés, dictés par les équilibres politiques et médiatiques. Cette pratique nourrit l'arbitraire, affaiblit l'état de droit et réduit la liberté d'expression à une tolérance conditionnelle. Sur le terrain des libertés publiques, l'espace politique reste verrouillé, la critique judiciarisée et la dissidence assimilée à une menace. Le pouvoir invoque la stabilité, mais gouverne en restreignant le débat, notamment en instrumentalisant les questions identitaires. Les propos de Belrif, bien que condamnables pour avoir alimenté des tensions, ne sauraient justifier la répression systématique de toute expression sensible. Aucun Algérien engagé pour une Algérie unie ne peut approuver ces déclarations. Mais cela ne doit pas servir de prétexte pour étouffer le débat ou réduire au silence toute critique. Pourquoi une grâce ciblée pour Belrif alors que d'autres détenus politiques, journalistes, militants, activistes restent emprisonnés sans médiatisation ni espoir similaire? Punir d'abord, libérer ensuite sous condition. C'est transformer la clémence en un outil politique. Pendant que les libertés reculent, le pouvoir multiplie les mesures sociales. Augmentation salariale, allocation chômage et allocation touristique sont présentées comme des acquis majeurs. Et ces mesures masquent un casse-tête économique profond. Une économie toujours dépendante des hydrocarbures, incapable de générer richesse et emplois durables, mais sommée d'acheter la paix sociale à coups de budget ponctuel. Enfin, la menace d'une loi sur la déchéance de la nationalité parachève un tableau inquiétant. Faire de l'appartenance à la nation une sanction politique officialise une citoyenneté conditionnelle. C'est gouverner par l'exclusion faute de convaincre par un projet crédible. Au final, le régime vacille entre gestes d'apaisement calculés, distribution économique superficielle et durcissement législatif. Une gouvernance défensive qui craint la parole plus que la crise. La grâce Belrif, loin d'apaiser, révèle un système à bout de souffle. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine comme chaque dimanche. Donc on va revenir sur l'actualité de la semaine, l'actualité donc qui a marqué les thèmes qui ont marqué l'actualité de l'Algérie cette semaine. Et vous l'avez entendu bien sûr dans cette introduction. On va revenir bien sûr sur cette grâce sélective qui concerne donc Mohamed Lamine Belrif. On va revenir bien sûr sur ces décisions du chef de l'État pendant donc le Conseil des ministres. On va revenir sur les questions économiques, les questions sociales aussi, et on va terminer avec la déchéance de la nationalité, cette loi qui est en train d'être débattue au sein de la PN, et je pense d'ici mercredi, on saura si cette loi donc a été passée. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi ce soir Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir, marhaba bik, et à tous les téléspectateurs, éventuellement aux autres invités.
Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir, c'est Nasser. Tout le plaisir est pour moi et bienvenue à Maître Debbouz. Barakallahu fik, marhaba bik, c'est Hamid et merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi avec nous M. Djihad Halimi, militant politique. Il est à Montréal. Il est avec nous donc depuis le Québec au Canada via Skype aussi, par téléphone. Non. Djihad Halimi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ah, il n'est pas là encore. On me dit donc nos amis de la régie. Bien sûr, on va commencer avec cette grâce présidentielle concernant donc Mohamed Lamine Belrith. On va d'abord regarder cette petite vidéo et je reviens juste après à mes invités. بناء على دستور لا سيما المادتان 91 87 91 87 و182 منه وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة عن المحبوس المحكوم عليه نهائيا المدعو محمد الأمين بلغيث. Voilà, donc cette grâce présidentielle. Maître Salah Debbouz, je vais commencer cette question avec vous. Donc le chef de l'État Majid Tebboune a accordé donc lundi passé, 15 décembre, une grâce à l'universitaire Mohamed Lamine Belrith, condamné donc en appel à 3 ans de prison ferme, dont 2 ans avec sursis, pour atteinte à l'unité nationale et incitation à la haine raciale, après donc avoir tenu des propos controversés sur la mazirité, dans une interview diffusée donc sur la chaîne Sky News Arabiya. Mohamed Lamine Belrith donc a présenté ses excuses dans une lettre au président de la République Majid Tebboune, et selon bien sûr des sources citées par le journal Al-Khabar. Quelle est votre analyse par rapport donc à cette question, à cette grâce qui a touché Mohamed Lamine Belrith? Beaucoup se sont posé la question sur le timing aussi, puisque on n'était pas très loin de cette déclaration du mouvement du MAC pour l'indépendance entre guillemets de la Kabylie. Votre réaction, Maître Salah Debbouz? D'abord, je pense que Mohamed Lamine Belrith, sa place n'était pas en prison. Il a donné une opinion. On peut ne pas être d'accord avec cette opinion, mais cette opinion ne constitue pas un délit. Il conteste quelque chose, même si cette chose est écrite à la Constitution, on a le droit de contester. Clairement, franchement, ça ne constitue pas un délit. Je vis en Belgique, j'entends des gens ici en Belgique dire que nous, on veut que la Wallonie, la Flandre, qui constitue une des parties du Royaume fédéral de la Belgique, soit un pays indépendant, et que nous, on ne veut pas du roi, on prend Bruxelles et vous gardez le roi pour la Wallonie, par exemple. Ça n'a jamais constitué un délit, c'est une opinion qui a une autre opinion de l'autre côté. Donc, sur le principe, Mohamed Belrith et tous les détenus d'opinion, parce qu'il n'y avait pas que Mohamed Belrith qui était en prison, tous les détenus d'opinion, leur place n'est pas en prison. La prison est faite pour protéger la société des gens qui constituent un danger bien précisé dans le code pénal. Maintenant, la relation, moi je ne vois pas de relation avec les activités du MAC, mais je vois une relation plutôt avec la libération de Boualem Sansal, c'est-à-dire le pouvoir essaye d'équilibrer. Il tenait Boualem Sansal et il tenait Belrith avec 2 opinions différentes, mais appartenant à 2 clans différents, 2 courants idéologiques complètement différents au sein de la société. Il représente ça. Comme il était obligé de libérer Sansal,
eh ben, il pense qu'il devait équilibrer. Il ne pouvait pas le faire en même temps parce que ça aurait été flagrant, mais quelques semaines après ou quelques jours après, il pensait que, bon, puisque j'étais obligé de lâcher Boualem Sansal, je dois libérer aussi Mohamed Lamine Belreit de la même manière. Pour le premier, c'était parce que un président allemand avait lancé un appel humanitaire. Et pour le second, c'est parce qu'il aurait présenté ses excuses et il se serait engagé à ne plus porter atteinte à la Constitution. Je ne vois aucune atteinte à la Constitution dans les déclarations de Mohamed Lamine Belreit. Donc pour moi, c'est ça. Mais ce qui est grave dans cette histoire, c'est qu'il y ait des grâces sélectives. C'est-à-dire, maintenant, Tebboune, c'est le grand Manitou de l'Algérie. Je mets tout le monde en prison. Après, celui qui accepte de s'aplaventrir devant moi, qui le déclare, je le lâche. Mais celui qui maintient ses opinions, eh ben, il restera en prison. Et ça sera au bon vouloir de Tebboune et du clan qui se tient à Tebboune au sein du pouvoir. Et c'est ça que je trouve très, très grave. Très bien. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouze. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu donc l'analyse de Maître Saleh Debbouze concernant donc cette grâce présidentielle qui a touché Mohamed Lamine Belrif. Rappelons qu'il était accusé donc d'atteinte à l'unité nationale, d'incitation à la haine, Hamid Lellou, raciale. Mais après donc sa grâce, il a fait une lettre, il a publié donc d'après le journal Khabar une lettre. Il a exprimé donc ses regrets pour ses propos, affirmant que son engagement à respecter la Constitution et les lois de la République, comme l'a dit donc Maître Saleh Debbouze. Quelle est votre analyse par rapport au timing, mais par rapport aussi à cette question qui a été soulevée par Maître Saleh Debbouze d'une grâce sélective? Pourquoi les autres détenus, peut-être qui n'ont pas dit des choses aussi sérieuses, entre guillemets, n'ont pas bénéficié d'une grâce présidentielle? Hamid Lellou. Alors justement, moi, la définition telle que vous la proposez me pose problème parce que je ne vois pas de corrélation entre ces libérations et le problème des détenus d'opinion et les détenus politiques. Pourquoi? Ce n'est pas une libération sélective, c'est plutôt une grâce programmée. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les partis concernés par ces pseudo-libérations sont plutôt des partis, comme Maître Debbouze l'a dit, qui obéissent à des courants très précis au sein du pouvoir. On sait que le pouvoir algérien ou le système de pouvoir algérien n'est pas monolithique, ce n'est pas un seul groupe, c'est différents groupes avec des courants divers, variés et contradictoires. Et ces grâces, comme ils les appellent, elles sont assujetties à une demande de pardon, à une reconnaissance de la faute. Donc, c'est mettre pression pas seulement sur la personne qui est concernée, mais sur ce qu'elle représente, les différents courants qu'elle représente. Et ceci ne peut pas être appliqué sur nos enfants, je dis bien nos enfants, nos mères et sœurs et frères qui sont en prison, parce que eux, ces gens-là, ne font pas partie d'aucun des courants de la mouvance du pouvoir sur place. Donc ceux-là n'ont pas la même dynamique et la même relation avec le régime politique en place. Donc il n'y a pas un courant au sein du pouvoir pour les défendre ou pour représenter leurs intérêts. Et la seule partie qui peut les représenter, c'est le peuple. Et vous savez, les gens me reprochent de faire certaines lectures en me disant « Ah, mais vous êtes à Washington, assis confortablement, et vous pouvez toujours parler. » Mais nos enfants qui sont en prison, ils souffrent. Nos enfants, ce sont des militants.
qui ont épousé une cause noble qui est l'Algérie. J'en ai parlé avec certains d'entre eux. Tu sais, ils sont rentrés et sortis, rentrés et ressortis de prison pour les mêmes motifs, c'est-à-dire pour leur engagement politique, pour l'amour du pays. Ces jeunes et moins jeunes, s'ils voulaient sortir, ils sortiront hier. Ah, vous comprenez la nuance du français. Ils sortiront hier. Ils refusent de sortir parce qu'ils refusent justement de demander pardon. Ils refusent de reconnaître qu'ils sont en tort. Ils refusent de prendre une grâce d'un président illégitime qu'ils ne reconnaissent pas. Croyez-moi, ces jeunes et moins jeunes, s'ils voulaient sortir, ils sortiront hier. Et là, ils sortiront avec une maison, avec de l'argent, avec beaucoup d'avantages sociaux, comme fut le cas de l'AIS en 1995. Parce que les gens qui ne sont pas concernés par l'avenir du pays, ils sont prêts à marchander. Mais quand vous avez des principes fondamentaux, des principes qui sont ancrés dans votre sang, dans votre mémoire, dans votre identité, on parle de l'Algérie, on ne parle pas d'argent. Et d'ailleurs, moi je me désole que certains... J'admets et je peux comprendre qu'il y ait des militants qui demandent la libération, etc. Et ça, c'est tout à leur honneur. Mais moi, je leur pose la question, est-ce que ces militants qui sont en prison pour leur opinion, pour leur combat, leur ont demandé de demander la grâce pour eux? Et quel serait le résultat si nos enfants, qui ont déjà sacrifié, pour certains d'entre eux, peut-être déjà 7 ans de leur vie, à quoi ça rime de sortir de prison grâce à une grâce présidentielle sans qu'il y ait de contrepartie, sans qu'il y ait d'avancée politique? Et c'est quoi le but? Et je pense que ces jeunes-là, s'ils voulaient vraiment sortir grâce à une grâce présidentielle, ils l'auraient fait, c'est facile. Il suffit de prendre un stylo et un papier et d'écrire et de reconnaître cet ordre. Ils ne le feront jamais. Et si jamais ils arrivaient à le faire, là, ça serait un très gros dommage et ça serait très, très grave pour le mouvement de libération parce que ces gens-là, je dis ces enfants, nos frères et sœurs qui sont en prison, ils sont dans une logique révolutionnaire, non violente, mais révolutionnaire. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas comparer les deux, il ne faut pas lier la libération de ce soi-disant militant ou des grâces avec ce qui s'est passé avec nos jeunes militants. Très bien. Je ne sais pas si Djihad Halimi nous entend. Non, pas encore. Maître Saleh Debou, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qu'a dit Hamid Lello, vous êtes libre. Mais la question qu'a soulevé donc Hamid Lello est très intéressante aussi. Et que cette grâce, si elle ne ramène pas de contrepartie, et là bien sûr par rapport à la situation politique, à l'ouverture politique et l'ouverture médiatique, pourquoi on appelait donc à gracier les autres militants politiques, et on parle aussi de femmes militantes politiques aussi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette approche de Hamid Lello? Écoutez, moi je pense qu'il y a peut-être des dizaines, si ce n'est pas des centaines ou des milliers de détenus politiques, on n'en sait rien, parce que il y en a ceux qui sont célèbres et connus, mais il y en a d'autres que peut-être personne ne connaît. Et on peut avoir des gens qui ont donné un avis sur un président d'APC ou un commissaire ou n'importe qui dans n'importe quel coin du pays. Personne n'est au courant et ils peuvent être emprisonnés pour un avis donné sur un petit fonctionnaire et ils peuvent croupir en prison. Et nous avons autant de cas spécifiques que de nombre de détenus et je ne pense pas que il aurait suffi à un détenu d'opinion de reconnaître ce qu'il a fait, de demander pardon pour être libéré, parce que ça ne se passe pas comme ça. La demande de pardon de Belritz, je ne pense pas qu'il a demandé pardon, mais je pense que Tebboune avait besoin d'un argument. Pourquoi je relâche Belritz? Tiens, parce qu'il a demandé des excuses et donc ils doivent ils doivent l'avoir obligé à signer
ce papier. J'étais avocat et j'exerçais en Algérie. Quand il faut faire signer quelqu'un quelque chose, les services n'hésitent pas à aller à minuit pour demander à une personne signer ce papier pour que vous sortez. Il peut le signer comme il peut ne pas le signer, mais ce n'est jamais par initiative de l'intéressé lui-même, mais c'est par une initiative du pouvoir pour des raisons que le pouvoir connaît, seul le pouvoir connaît. Donc, je maintiens mon opinion par rapport à la contre-libération de Sansal, qui n'a rien présenté comme excuse et voulait même revenir la semaine d'après en Algérie, si ce n'était pas les autorités françaises qui lui ont conseillé de se calmer un petit peu, de ne pas revenir. Il avait même dit, je vais aller pour voir si les choses ont changé ou pas. C'est-à-dire, je maintiens mes propos, je n'ai rien commis comme délit, je ne devais pas être emprisonné et il faut que je ne sois plus emprisonné, je peux retourner. Et là, nous comprenons très bien que Boualem Sansal était libéré parce qu'il y avait de fortes pressions, pas seulement de la France, mais qui commençaient à s'étendre vers l'Europe. Et donc, moi, je pense, c'est une analyse, c'est pas une information, je peux me tromper. Mais je pense que le pouvoir qui a l'habitude de jouer au jeu des équilibres entre les différents courants qui le traversent, a dû sentir la gêne en libérant une personnalité appartenant à un courant très symbolique, enfin, qui a son poids au sein de la composante politique en Algérie, à l'intérieur du pouvoir, sans faire la même chose pour l'autre courant, pour ne pas le fâcher. Donc, il a dû chercher un représentant, et le meilleur représentant, c'est Belrith, de l'autre courant au sein du pouvoir, pour le libérer. Et donc, il faut toujours une raison. Tebboune ne peut pas décider, je libère Belrith parce que, voilà, j'ai décidé de libérer Belrith. Il faut quelque chose. Pour le cas Sansal, la chose c'était Annie Hchimt le président à l'Allemagne. Et pour Belrith, ben voilà, il a écrit, s'est excusé, on a accepté ses excuses. Moi, je pense que ça se passe comme ça. Et pour tous les autres cas, ben il faut savoir que le pouvoir agit sous contrainte. Il ne libère jamais personne s'il n'est pas sous contrainte. Pour Belrith, c'est une contrainte interne. Pour Sansal, c'est une contrainte externe. Pour le reste des détenus d'opinion, il faut une contrainte pour qu'ils soient libérés. Quelle que soit cette contrainte, elle peut venir de l'intérieur, elle peut venir de l'international, mais jamais le pouvoir algérien, jamais les autorités algériennes n'offrent rien s'ils ne sont pas contraints de le faire. Donc voilà, c'est mon avis. Et je le maintiens. Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Djihad Halibi, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez, Djihad Halimi? Bon, il n'est pas avec nous. Hamid Lelou, je reviens vers vous donc par rapport à cette question toujours de la grâce présidentielle concernant donc Mohamed Lamine Belrith. La question qui se pose aussi, c'est que les déclarations de Mohamed Lamine Belrith, c'est des déclarations condamnables et pour donc le pouvoir, c'est une atteinte à l'unité nationale concernant donc la question identitaire, mais une incitation à la haine. La question que beaucoup d'observateurs se posent aussi, Hamid Lelou, c'est que est-ce que la question identitaire est devenue un instrument? Parce que si on revient un peu au début du Hirak en 2019, l'ère du feu Gaïd Saleh, on a vu, par exemple, cette question qui était une question centrale pour le pouvoir en 2019, avec à sa tête le feu Gaïd Saleh, qui avait combattu, si on peut dire, et puni ceux qui portent le drapeau à Mazir, et il avait laissé tenir une réunion qui appelait à zéro Kabyle, si vous vous rappelez. Donc, est-ce qu'on est dans un changement radical concernant cette question?
La question de l'identité ou la manipulation de l'identité a toujours été un outil utilisé en politique, et ce n'est pas que l'Algérie, hein, dans presque tous les pays. Je répondrai à cette question, mais vite fait, Maître Debbouze, je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Et quand je dis demande pardon, ça vient pas, c'est pas l'initiative du détenu, c'est justement cette police politique qui vient et qui fait du chantage avec le pardon. Et je ne serais pas surpris que certains éléments qui sont connus comme qui sont symboliques pour le Hirak, à ces personnes-là, je suis sûr qu'ils sont venus leur proposer ce genre de transactions. Maintenant, la contrainte, c'est vrai que les autres, ils avaient des personnes au sein du pouvoir ou bien des contraintes internationales. Moi, je pense que la contrainte pour faire sortir nos détenus politiques, nos enfants, ce sera la contrainte populaire, et j'espère que cette contrainte viendra un jour. L'identité, oui, elle a toujours été utilisée, et c'est utilisé souvent dans des régimes qui se retrouvent dans des situations difficiles, qui sont déstabilisés, parce que quand vous utilisez l'identité, vous maquillez les raisons profondes du conflit, les raisons profondes et les raisons premières de la situation dans votre pays. L'injustice, le dhulm, la corruption, le népotisme, la catastrophe économique et sociale, tout ça, pour maquiller tout ça, vous l'habillez avec l'identité. Vous l'habillez avec la religion. Et c'était ça le principe de Badissi et Novembaria. Ils ont utilisé les deux habits pour créer cet antagonisme au sein de la population algérienne, pour qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de réclamer quelque chose de vital, de légitime, quelque chose de basique, comme la dignité, comme la liberté d'expression, comme l'égalité des chances, on va le taxer de berbériste. Ah, il n'y a que les berbères qui ne sont jamais contents. Ce sont les ennemis de la nation. Et qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé un monstre qui est le MAC. Et un monstre, c'est une nébuleuse. Peut-être pour le moment, ils arrivent à contrôler, peut-être c'est rien du tout. Mais si vous commencez à déchoir les citoyens algériens, je ne sais pas s'ils pourront le faire, et Maître Debbouze nous éclaircira davantage. On va parler à la fin de cette émission, de cette question. Vous allez pousser ces jeunes et moins jeunes Algériens dans des bras qui n'aiment pas le pays, parce qu'ils vont se dire à un moment donné, justement, ça va leur donner une légitimité plus importante, parce que maintenant les éléments du MAC, s'ils vont demander une reconnaissance internationale, ils ne la trouveront pas forcément, parce qu'ils sont citoyens algériens. Demain, étant déchus de leur nationalité, ça va donner une opportunité extraordinaire, une chance inouïe pour ceux qui sont contre l'Algérie. Je ne parle pas de régime, parce que le régime, moi je n'ai que faire du régime algérien, moi je parle de l'Algérie. Et ça c'est une chance. Ah oui, ce sont des aparthides, ce sont des gens qui n'ont pas de nationalité, alors on va les récupérer. On va leur donner on va les aider à constituer cette nationalité. Hamid, on va revenir sur cette question. On va lui consacrer bien sûr le temps. Mais ça fait partie de l'identité justement. C'est absolument, pour ça que absolument. Restez avec nous, Hamid Lello. Je pense que Djihad Halimi est avec nous depuis Montréal, au Québec. Djihad Halimi, bonsoir. Bonsoir, Khoya. Barakallahu fik. On s'excuse vraiment, Djihad Halimi, de ces soucis techniques. Je sais que vous étiez prévu d'intervenir en image avec le son. Malheureusement, on a des petits soucis. Donc, Smhenna, c'est Djihad Halimi. J'aimerais bien sûr avoir votre avis, et on est très content de vous avoir dans cette émission. La question qu'on a commencé donc
dans cette première partie de notre émission, c'est cette grâce présidentielle qui a touché donc Mohamed Lamine Belrif, qui a été accusé donc d'atteinte à l'unité nationale, incitation à la haine. Mais bien sûr, on a appris par des sources citées par Al-Khabar que Mohamed Belrif a fait exprimer ses regrets pour ses propos, affirmant que son engagement à respecter donc la Constitution et les lois de la République. Quelle est votre analyse par rapport à cette grâce présidentielle? Beaucoup se sont posé la question pourquoi cette grâce présidentielle n'a pas touché, par exemple, les autres détenus d'opinion, les autres détenus politiques, des journalistes aussi, comme Abdelwakil Blam et d'autres. Djihad Halimi. Bon, merci. Puis pour les problèmes, vous êtes excusé à 1000% parce que ça arrive, je suis un technicien puis je connais ces problèmes-là. Ça arrive à la dernière minute. Barakallahu fik. Bon, par rapport à Mohamed Lamine Belrif, premièrement, son arrestation, dès le départ, c'était une erreur. C'est vrai que sa déclaration n'a aucun sens. Pour moi, qui est un Chaoui d'Algérie, j'ai grandi avec mes grands-parents dans les valeurs berbères de l'Algérie. Donc, quelqu'un qui vient me dire que toute mon histoire, ça a été fabriqué par des forces ennemies à l'Algérie, ça n'a aucun sens pour moi. Mais ça reste un académicien, puis ce genre de débat doit se tenir en Algérie. Il faut avoir une carapace assez solide parce que maintenant, il va y avoir pas mal de choses qui vont se dire. Belrif vient de dire que la majorité est une fabrication de l'ennemi. Il y a d'autres qui disent que l'arabité, c'est comme le français, c'est une force colonialiste en Algérie. Il faut avoir la carapace assez solide. Il faut débattre, il faut essayer de découvrir notre histoire tout en étant serein. Puis c'est ça, on fait partie de la Méditerranée. Puis il y a plusieurs civilisations qui ont passé par l'Algérie parce qu'on est proche de tout. Ces débats-là, ils sont importants. Il faut les encadrer. Ils sont des académiciens. Donc, son arrestation, dès le départ, c'était une erreur. Puis ça, j'espère qu'ils vont plus refaire cette erreur-là. Puis j'espère que nous, en tant que peuple algérien, on va entendre des choses qui font pas notre bonheur, qui vont venir nous choquer. Mais il y a certains cadres où est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer, de faire ces débats-là. Il ne faut pas que ça se fasse, par exemple, sur l'arène politique. Mais en tant que journaliste, en tant qu'académicien, ils ont le droit d'aborder ces questions. Maintenant, je me réjouis qu'il soit libéré, mais effectivement, cette grâce sélective, elle est extrêmement préoccupante, mais ça répond à l'historique du régime. C'est soit via des pressions étrangères qu'on relâche des gens, soit via des pression d'elles qui sympathisent avec le régime sur lesquelles le régime a compté ou compte compter dans l'avenir. Donc ça, c'est des pressions importantes. Maintenant, lors de son discours, lors de sa rencontre avec Louisa Hanoun, il a admis qu'il y a des gens qui sont emprisonnés pour leur opinion, pour leur position politique. Ça encore, ça montre le côté inacceptable de ce qui se passe chez nous, surtout dans le dossier des détenus politiques. C'est comme on les utilise comme des otages pour pouvoir négocier dans un éventuel, comme on appelle ça, le hiwar, qui va avoir lieu bientôt en 2026. Djihad Halimi, puisque vous avez soulevé aussi la question de la majorité, et bien sûr, aucun Algérien, je pense, qui tient à l'unité de l'Algérie, peut ne pas condamner les propos de Mohamed Lamine Belrif. Mais on se rappelle très bien, par exemple, pendant le Hirak, Djihad Halimi, le peuple algérien scandait d'une seule voix l'unité sacrée des Algériens, malgré donc leurs différences culturelles ou leurs différences, si on peut l'appeler, de langue, parce que tous les Algériens aussi parlent l'arabe de Derja, mais il y a aussi Tamazirt. Cette question de Tamazirt a été instrumentalisée par le régime en 2019. Et on se rappelle très très bien, la région de la Kabylie a été montrée du doigt. Des déclarations qui ont choqué les Algériens. Est-ce que vous pensez qu'on a tourné la page concernant donc d'un discours qui était dans la division en 2019
ou ce discours a été instrumentalisé et reste instrumentalisé? Votre réaction? Ben, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. La question de la majorité, dès notre indépendance, on a essayé d'écraser toute forme de diversité en Algérie. Il y a des gens, des décideurs qui ont décidé que le socialisme et le panarabisme, c'était la voie à prendre, puis c'était pas acceptable pour eux de diverger avec eux sur ce point-là. Et ça a créé des problèmes graves, mais graves chez nous en Algérie. Et c'est ça, les mouvements berbères de 1980, le printemps noir, la création du MAC, tout ça découle de cette approche-là autoritaire, unitaire, où est-ce que le bon Dieu nous a créés différents. Eux, ils veulent qu'on sorte du même moule, et ça a créé des problèmes. Et le MAC, c'est une des conséquences de ce qui a été fait. Lors de 2019, on était des observateurs sur le terrain. Et ici, à Montréal, moi, l'un des points qui m'a poussé à m'engager en politique, c'est que Montréal, c'était un château fort maquiste. Lors des manifestations ou la marche du printemps, en avril, le MAC avait des grandes marches quand même ici à Montréal. Donc, j'étais inquiet pour l'unité de notre pays, surtout en étant un Amazir. Ça ne me représente pas, puis je ne veux pas que cette question-là divise notre pays. Parce qu'on est des Algériens. Les maquistes, ils disent qu'on est des colonisateurs alors qu'on est des berbères qui sont arabophones. Moi, mes parents, ils ont fait le choix de m'apprendre à parler l'arabe. Ça ne fait pas de moi un colonisateur ou ça ne fait pas de moi un traître, c'est des choix. Et eux, ils ont fait un choix pragmatique pour me permettre de discuter avec plus de monde. Parce que si on pense juste avec notre cerveau, on ne pense pas avec notre cœur. Effectivement, l'utilité d'une langue, c'est combien de livres je peux lire dans cette langue-là, à combien de personnes je peux parler, mais ça reste émotif, si ça reste identitaire. Donc, en 2019, j'ai vu ça. Le Hirak a créé une réconciliation avec les gens qui sont allés dans les bras du MAC parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cette Algérie-là qui se disait arabe à 100%. J'ai vu en 2019 l'ouverture des manifestations au drapeau amazigh, la célébration et la commémoration des victimes du printemps noir, ça a fait des dégâts énormes parmi les rangs du MAC. Il y en a des gens, je les ai vus ici lors des premières manifestations avec le drapeau maquiste. Ils sont venus beaucoup plus tard, avec le drapeau algérien et amazigh, et j'étais fier de voir ça, ça m'a fait la chair de poule. Et par la suite, j'ai vu des gens qui étaient anti-maquistes. Puis par la suite, à l'opération Zéro Kabyle en Algérie, ces gens-là, ils sont devenus maquistes. Donc, on voit très, très bien que cette instrumentalisation-là de cette question identitaire, ça peut faire des dommages graves. Et la seule solution par rapport à ça, Bouteflika l'a compris, c'est la reconnaissance du pluralisme culturel en Algérie, c'est la reconnaissance du tamazight comme une langue nationale. Et maintenant, où est-ce qu'il faut y aller, c'est qu'il faut promouvoir, célébrer et protéger cette identité-là amazigh, tout comme l'identité arabe et musulmane de l'Algérie. Et je pense que c'est le seul remède possible à cette crise-là. Très très bien. Djihad Halimi, très rapidement, vous avez soulevé le manque de débat. Et bien sûr, c'est une question qui est très importante puisque le Hirak avait demandé donc qu'il y ait une ouverture politique, une ouverture médiatique. Mais depuis 2019, on est en train de constater le contraire. Est-ce que vous pensez que ce système de gouvernance, donc depuis 62, a favorisé ces divisions, ces attisations de haine, si on peut les appeler ainsi, ou les qualifier ainsi? Très rapidement, Djihad Halim.
Oui, une partie du régime a instrumentalisé cette question-là pour pouvoir reprendre le contrôle. Mais par la suite, tout de suite après, ils ont réalisé qu'ils ont fait une gaffe majeure. Puis ça s'est traduit par l'arrestation de quelques symboles de ce mouvement-là. Mais je pense qu'ils ont réalisé que cette question-là, elle est extrêmement explosive, puis il ne faut pas jouer avec ça. J'espère au moins qu'ils ont compris ce point. Très bien, restez avec nous, Djihad Halimi. Maître Saleh Debbouze, très rapidement, si vous voulez réagir, 30 secondes à vous et Hamid Lello. Écoutez, alors, par rapport à cette question identitaire, c'est une question très, très complexe. Je pense que d'abord, il y a c'est pas homogène de parler de trois éléments, arabe, tamazight et islam, comme étant des éléments homogènes de ce qu'on appelle la personnalité ou l'identité nationale, parce qu'il y a deux langues et une religion. La religion, c'est un choix personnel. Maintenant, l'Algérie a décidé que l'islam, c'est la religion de l'État. Je ne vois pas comment vous pouvez convaincre quelqu'un qui ne veut pas être musulman, qui veut être musulman d'un courant ou d'un autre courant, à être musulman selon ce que décide l'État. Ça, moi, je trouve ça un petit peu aberrant. Mais pour les langues, écoutez, tamazight, c'est une langue. Il y a une culture, il y a une langue. Et je vis en Belgique, donc en Flandre, et dans la Flandre, on n'a pas choisi, les Flamands n'ont pas choisi comme langue nationale principale de la Flandre. Ils n'ont pas choisi une langue qui est écrite beaucoup plus ou qui est universelle beaucoup plus. Ils ont choisi leur langue maternelle. Le flamand, c'est du néerlandais adapté à la Flandre. Donc, c'est ça la langue maternelle et la langue principale, où il y a des spécialistes qui ramènent les sciences pour les traduire en cette langue pour qu'elle soit plus prête et plus abordable aux citoyens de la Flandre. C'est leur langue maternelle, et puis après, ils souffrent sur les langues universelles. Cette chose est interdite en Algérie. Et donc, en Algérie, vous êtes obligé de parler l'arabe classique, qui n'est parlé par aucun Algérien, sauf ceux qui se sont spécialisés pour la parler. Donc, ce n'est une langue maternelle pour aucun Algérien. Et vous êtes obligé d'être musulman, comme le décide le pouvoir. Et ça crée le MAC et d'autres mouvements qui vont venir, que moi, je ne vois pas comme une catastrophe, mais je vois comme des issues de secours. Il faut être objectif dans la vie. Vous m'étouffez, moi, je crée une issue de secours pour répondre à mes besoins naturels. Le MAC appelle à satisfaire des besoins naturels d'une région. Il peut le faire d'une façon bien, il peut faire d'une façon qui soit moins bien ou mauvaise, mais son objectif, c'est de répondre aux besoins naturels de la région de la Kabylie. Très bien, restez avec nous, Maître Saleh Debbouze. Très rapidement, Hamid Lello, parce qu'on doit prendre une petite pause, un break. Hamid Lello pour la seconde partie de notre émission et d'autres sujets. Le manque de débat, le manque de liberté d'expression, le manque donc d'ouverture médiatique, d'ouverture politique nous a amené à des situations qui peuvent être très dangereuses pour l'unité nationale. Très rapidement. Et bien sûr, et qui mènent au dérapage. Comme je l'ai dit auparavant, le problème d'identité est un habit. C'est pour maquiller les raisons profondes, souterraines du problème algérien, qui sont des raisons sociales, économiques, politiques. Moi, brièvement, j'ai envie de dire, l'Algérie était occupée par les Ottomans pendant 300 ans. Je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas entendu parler des problèmes arabes et kabyles. Les Ottomans ont fait beaucoup de mal, mais ils étaient connus pour avoir autorisé d'autres religions à s'exprimer et aussi à laisser les identités s'exprimer. C'est après l'occupation française. Une anecdote, moi j'avais des amis français qui sont encore de très très bons amis. Une fois, on discutait et puis ils me disent « Mais non, mais toi, tu es kabyle. » J'ai dit « Ça, c'est la dernière fois que vous allez mentionner kabyle. Moi, je suis algérien. Je suis kabyle en Algérie. »
avec mes frères algériens. Mais il faudra venir nous différencier. La France a beaucoup joué là-dessus. Je n'essaie pas de trouver des excuses, mais c'est depuis l'occupation française qu'on a réellement commencé à souffrir et à subir cette approche dichotomique arabe contre les Kabyles. Mais avant ça, je ne pense pas que c'était là. Merci beaucoup Hamid Lello. On va prendre bien sûr un petit break, une petite pause. On va revenir dans la deuxième partie avec d'autres thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne. Restez avec nous.